Je suis ravi d'être là. Voilà, je vais essayer de garder le plus de temps que possible pour la discussion. Il y a évidemment beaucoup de choses à présenter. Pour préparer la journée ici, j'ai un peu lu sur le site de l'Université de Toulouse et donc je suis tombé sur une citation de Mike Toplis de janvier 2023 qui correspond probablement un peu à ce que vous avez entendu ce matin, où l'objectif du programme ici, c'était d'intégrer les enjeux sociétaux dans la recherche au stade le plus tôt des recherches qui ont cours à l'Université de Toulouse. Donc, premier défi signalé, et je trouve que c'est une belle façon de formuler la chose. Ça reste des enjeux de recherche fondamentale, interdisciplinaire. Ce n'est pas de la recherche appliquée, ce n'est pas de la recherche participative, mais c'est d'intégrer dans la formulation des questions de recherche les enjeux sociétaux pour pouvoir travailler. Je trouve que c'est la bonne façon de formuler, mais ça relève des énormes défis dont j'aimerais bien vous parler, ou partager en tout cas, et ouvrir une réflexion ensemble. Et le deuxième axe qu'il soulignait, c'était de produire de nouvelles connaissances à partir de disciplines, à partir de la rencontre de disciplines. Et c'est de nouveau un défi énorme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir une nouvelle connaissance qui n'est pas une connaissance disciplinaire et qui résulte vraiment de cette interaction et qui permet de faire des choses nouvelles. Et donc il semble qu'il se cache derrière ça plusieurs processus, et on a parlé ce matin d'intelligence collective, de workshop, on commence à avoir tous ces outils à notre disposition, et il semble que de plus en plus dans la recherche, on se retrouve dans ces espaces séminaires avec des mobiliers qui roulent, etc., pour se mettre en plusieurs configurations, mais ça a un sens. Et j'aimerais bien déplier ça sur deux axes. C'est des axes d'apprentissage social. Il y a un apprentissage sur des valeurs qui doit se faire dans cette communauté et de la co-construction. Et du coup, je suis parti de ces deux axes-là, et puis j'ai lu les trois piliers, et dans les trois piliers, je me suis posé la question de quelle façon ces trois piliers, donc vous les avez vus ce matin, santé, planète et transition, font de l'interdisciplinarité. Et donc j'ai essayé de voir sur quel axe ils intègrent les sciences sociales, et j'ai trouvé trois arguments. C'est l'acceptabilité sociale des recherches, les aspects systémiques et l'intégration des connaissances. Et c'est de là que je vais partir de ce défi-là, et je me suis dit, souvent quand on essaye de faire ça, de partir de recherche technique, d'ingénierie, et de réfléchir sur l'acceptabilité sociale, sur l'aspect systémique, qu'est-ce qu'on va faire? On va se focaliser sur les méthodes et les paradigmes. On va dire, tiens, j'ai plusieurs disciplines en présence, et il faut créer un dialogue. Et dans ma présentation, j'aimerais bien faire un chemin qui part de cette focalisation sur les méthodes, les conflits des paradigmes, vers les processus d'apprentissage et de co-construction. Et je fais ça aussi à partir d'un cheminement personnel, finalement, à partir d'un retour d'expérience sur un projet que j'ai mené. Et je vais surtout vous parler aussi d'échecs et des tâtonnements. Et c'est dans le tâtonnement, finalement, moi-même, j'étais parti sur un focus méthodologique, comme beaucoup de gens. Et progressivement, je me rends compte que ce n'est pas vraiment ça qui va permettre de faire fonctionner ce projet. Après ce retour d'expérience, je vais un petit moment juste de définition. Et puis en fait, je me suis amusé, c'est ça l'objet de l'ouvrage, à analyser 43 projets interdisciplinaires et transdisciplinaires, donc des case studies, et de me dire mais qu'est-ce qui a fait que ces projets ont fonctionné ou n'ont pas fonctionné. Et c'est ça qui a donné lieu à un ouvrage qui est un open access. Et pas mal de diagrammes, de figures de ce que je vais présenter sont dans l'ouvrage. Donc vous pouvez le télécharger et retrouver des détails de choses que j'ai présentées ici. Et ensuite, il y a une chose sur laquelle je travaille aussi pour le moment, c'est accompagner mon université à un changement institutionnel pour créer une plateforme de capacitation de ce type de recherche. Donc ça entre aussi en résonance avec des choses qu'on a entendues ce matin. Alors le petit retour d'expérience. Donc c'est un projet que je menais sur les ressources génétiques, et l'objectif c'était de créer une infrastructure mondiale d'échange de ressources génétiques à partir de l'axe d'entrée des banques de données sur l'information génétique. Et donc au début de ce projet, il y avait plusieurs disciplines en question. Ici les petits piliers en bleu sont des dispositifs juridiques, de quelle façon est-ce qu'on peut échanger du matériel génétique et des ressources. La question, c'est que il y a une infrastructure publique, il y a de l'accès ouvert pour certains composants de l'infrastructure, et spécifiquement le génome humain il est en accès ouvert, et ce qu'on appelle les souches types
Donc c'est les type strains. Donc en fait, c'est des matériels microbiens qu'on a besoin pour identifier les microbes dans la recherche. Tout le reste, en fait, est soit tout à fait à gauche, sous régime de droit de propriété intellectuelle, mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est le flou intermédiaire de tout un ensemble matériel qui est gardé dans les labos. En fait, qui n'est pas en accès ouvert, qui n'est pas en propriété intellectuelle, mais qui est gardé secrètement, qui ne circule pas. Il n'y a pas de structure juridique pour l'échanger. Et du coup, j'ai organisé plein de workshops avec des juristes, des microbiologues, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ces workshops, les gens venaient avec des valises et pendant la pause, ils s'échangeaient du matériel biologique, ce qui était parfaitement illégal. Et l'objet du workshop, c'est de réfléchir sur comment implémenter la Convention sur la diversité biologique, c'est-à-dire pour éviter les biopiratages. Et donc, j'avais des Iraniens, des Américains, etc., qui venaient au workshop et ils faisaient exactement ce qui était interdit de faire. Mais ça illustre bien l'enjeu, en fait, de la recherche interdisciplinaire qu'il fallait mener, c'était comment créer cette structure juridique qui demande à la fois de comprendre le côté microbiologique, de voir pourquoi est-ce qu'il y en a besoin d'échanger ce matériel, et le côté juridique. Alors, donc ça, je vais passer parce que, hop, alors on est arrivé à plusieurs modèles juridiques proposés. Ce n'est pas ça l'objet. Ce qui est intéressant aussi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce processus-là ? Je suis parti à gauche. J'avais un grand budget de recherche, j'avais plein de chercheurs, j'avais plusieurs doctorants, des doctorats en droit, en biologie, en agronomie, en philosophie. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour faire une recherche interdisciplinaire ? Je dois avoir mes différentes disciplines, ils doivent travailler ensemble dans un même cadre de recherche, qui est ici faire l'adéquation entre l'institutionnel et le microbiologique. Et du coup, au sein de chaque discipline, on a designé des méthodes. Pour les microbiologistes, on a fait de l'analyse multicritère, donc à dire quel est le bénéfice sociétal de vos échanges, pour lequel il faut un régime juridique. Pour les juristes, on a fait du law and society, donc on a quitté le droit et on a regardé les contrats tels qu'ils fonctionnent en réalité. Et pour les politologues, on a fait de la politique économique comparée. On a regardé quels sont les différents dispositifs qui fonctionnent et comment les évaluer. Et en fait, quand on a fait ça, on arrivait à des résultats de recherche. Et puis j'ai organisé des workshops pour le présenter, où j'invitais tous les stakeholders. J'invitais des communautés du Mexique qui faisaient de l'échange de matériel avec Monsanto, Bayer, les scientifiques, etc. Et qu'est-ce que ça a donné quand j'ai fait mes premiers grands workshops ? Un grand clash entre des gens qui ne s'entendaient pas, qui venaient avec leurs intérêts. Et donc, c'était un grand flop. Et donc, moi, comme jeune chercheur, avec toute cette belle équipe, j'avais fait mon workshop à Berlin, ça ne menait à rien du tout. Et finalement, ça m'a pris vraiment 10 ans pour rattraper la sauce, en fait, progressivement, d'inventer comment faire autrement. Et une première leçon dans le comment faire autrement, c'est de travailler en petits groupes. C'est de faire, plutôt que de réunir tout le monde dans la même salle, c'est d'y aller petit à petit et de co-construire avec des groupes qui ont déjà des valeurs plus ou moins communes, plutôt que de mettre tout le monde dans la salle, qui viennent avec des intérêts différents, des valeurs différentes. Des valeurs qui peuvent être des valeurs sociétales, mais qui sont aussi des valeurs épistémiques. On a parlé ce matin des chiffres et des lettres, on le vit très fortement aussi. Des gens viennent à un workshop pour récolter des données et dire « Ah tiens, je vais faire une chouette publication parce que ce groupe-ci me donne des données ». Tandis que quelqu'un d'autre dit « Non, je vais faire une analyse, une immersion sociologique ». Et donc finalement, personne ne fait de l'interdisciplinarité parce que chacun vient au workshop avec ses intérêts disciplinaires. Donc premier défi, comment créer un apprentissage autour des valeurs, soit épistémiques, soit valeurs sociétales, pour créer un vrai commun de recherche, pour que les gens viennent là pour travailler ensemble. Et ensuite, la question des méthodes, en fait, je me suis rendu compte, ce n'est pas le nœud du problème. Une fois que tu as des sous-groupes et qu'on s'est mis d'accord sur les valeurs, mais les méthodes, ils sont présents dans la littérature. Les gens trouvent les méthodes pour croiser les savoirs. Donc, ce problème-là était plus ou moins réglé. Et donc voilà, donc ça c'est les deux grands moments d'échec et finalement de structuration progressive du programme. Et finalement, ça c'est quand même plus ou moins bien terminé. Mais je me suis quand même dit après, ce serait intéressant de regarder de façon plus structurée qu'est-ce qui se passe quand on fait de la co-construction de connaissances. Alors si on part d'une discipline, ça c'est un peu de vocabulaire. En fait, une discipline, ce n'est pas monolithique. En fait, une discipline, c'est déjà une communauté très diverse à l'intérieur. Ce qui rend évidemment difficile la lecture d'une interdiscipline. Parce que dans une discipline, en fait, si la discipline est trop petite, on n'a pas de taille critique pour faire de peer review. Et donc pour créer
un dialogue sur la qualité de la recherche. Donc, qu'est-ce que les disciplines ont fait? Ils ont grandi, ils ont créé des tailles plus ou moins optimales pour avoir ces tailles de contrôle interne de qualité. Et donc, si on prend des disciplines comme l'économie, la sociologie, la psychologie, etc., on va retrouver des questions de recherche au centre, mais on va quand même trouver, souvent dans une même discipline, des méthodes très différentes, des objectifs différents, des critères de validité différents, recherche fondamentale, appliquée, exploratoire, etc. Donc, il y a déjà un cluster assez diversifié, mais pas trop diversifié. Et c'est ça la différence avec l'interdiscipline. Quand ces boîtes-là deviennent trop hétérogènes, ça ne peut plus être logé dans la même discipline. On ne peut plus faire le peer review entre nous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'interdiscipline? On a ces boîtes-là disciplinaires qui vont devoir communiquer entre eux. Et donc, ça devient très vite très complexe. Supposons qu'on a des questions de recherche communes, il se peut que les cadres conceptuels sont très différents. Supposons que, et souvent ce qu'on fait dans un travail interdisciplinaire sur les méthodes, on part du cadre conceptuel, et puis on essaye de se mettre d'accord sur les hypothèses, mais tout le reste n'est pas abordé. Du coup, en fait, si on veut faire de la recherche interdisciplinaire véritablement, si on se focalise sur les méthodes, on risque d'être bloqué. Du coup, le déplacement qui est proposé, c'est de se dire, plutôt que de se mettre d'accord sur les méthodes, essayons de co-construire les aspects d'interaction systémique qui nous intéressent nous. Donc de ne pas aborder tout à la fois. On ne va pas faire un mélange économique, sociologique, psychologique. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est partir d'un système et se dire pourquoi est-ce qu'on fait de l'interdisciplinarité. Comme on avait dit ce matin, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Dans les interactions systémiques, supposons par exemple économie, psychologie, sociologie, ingénierie, quelles sont les composantes du système qui nous, groupes présents dans ce projet-là, nous intéressent et sur lesquels on souhaite travailler. Donc il faut que ça rencontre nos intérêts et que ça ait une valeur ajoutée, qu'il y ait un véritable aspect systémique qui dépasse les questions individuelles de chaque discipline. Si ces deux conditions-là sont réunies, ça vaut la peine de travailler ensemble. Parce que ça m'intéresse, parce que je suis confronté à une question de recherche que je ne sais pas résoudre seul. Et deuxièmement, c'est une question qui peut se résoudre uniquement de façon interdisciplinaire. Pour répondre à ces deux choses-là, il faut des workshops d'intelligence collective. Il faut se voir, il faut co-construire tout ça. Et donc c'est là-dessus que j'aimerais bien inviter une réflexion. D'une part, comment faire cette co-construction? Quels sont les éléments importants pour le faire? Et ensuite, qu'est-ce qu'une institution peut faire pour faciliter ce type de rencontre? Ce ne sera pas la même type d'intervention institutionnelle que l'organisation de disciplines et de départements. Ce sera autre chose. Parce que chaque co-construction sera différente. Et ce qu'on observe aussi, c'est que dans ce système-là, chaque chercheur va appartenir à plusieurs projets. Donc une fois, il va travailler avec un agronome et un psychologue. Dans un autre projet, il va travailler peut-être avec une municipalité, un département et un géographe. Et donc en fait, il est dans plusieurs réseaux. Et donc ce qu'est en train de gérer le chercheur, c'est un réseau de réseaux. Ce n'est pas juste, il aura son petit réseau avec un projet, un réseau avec un autre projet. Et donc il n'est pas dans une univers disciplinaire, il est dans plusieurs réseaux co-construits. Et donc qu'est-ce qui réunit ces éléments-là? C'est un certain apprentissage du processus en fait. C'est ça qu'on apprend finalement. On apprend à se dire, genre dans un nouveau projet, dans les deux projets précédents, j'ai appris qu'un processus peut marcher sous ces conditions-là ou va faire un échec sous ces conditions-là. Et c'est ce savoir-là que j'importe dans mon troisième projet. Ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la question ou le résultat de recherche. Donc c'est cette mobilité-là que j'essaye de comprendre et c'est pour ça que j'ai fait cette analyse comparative donc des 43 projets et je suis parti. Il fallait bien prendre un axe, ce n'est pas le seul axe du tout, c'est l'axe que moi j'ai pris à l'époque, c'est un axe d'action collective. Donc je me suis dit, je veux m'inspirer des analyses sur les biens communs d'Elinor Ostrom, avec qui j'avais travaillé par ailleurs dans mes recherches précédentes. Et pour moi, c'est un axe intéressant parce que c'est un axe qui se focalise sur les incitants économiques pour que les gens restent et font des choses vraiment en commun. Et donc Elinor Ostrom met l'accent sur deux éléments. Le premier, le plus connu, c'est qu'il dit qu'il faut des incitants d'action collective, il faut de l'auto-organisation sous forme d'accords réciproques d'action collective. Le deuxième aspect moins connu, elle a développé à partir du milieu des années 90, dans un fameux article qui s'appelle La deuxième génération de la théorie de l'action collective, The Second Generation of Theory of Collective Action. Et là, tout d'un coup, s'introduit la question des normes et des valeurs. Parce qu'elle s'est dit, en fait, une chose, c'est de créer des incitants réciproques pour dire qu'on travaille pour un objet commun et pas pour mon objet individuel. Ça, c'est une chose.
Mais il faut le contrôler. Il faut l'incitant, mais il faut aussi vérifier au cours de route. Donc tous les ans, il faut un workshop intermédiaire, on se revoit et on vérifie. Mais ça a un coût. Et elle s'est dit que pour diminuer ce coût de transaction, administration, de rencontres, mais si on a des valeurs communes, mais ça va être beaucoup moins coûteux parce qu'on pourra anticiper le comportement du collègue parce qu'on s'est mis à l'avance, dire oui, écoutez, globalement, c'est cette orientation normative-là qu'on prend ensemble. Et du coup, ce deuxième aspect est devenu très important dans ces recherches à partir des milieux des années 90, avec des recherches sur les valeurs, sur le capital social, etc. Du coup, j'ai pris ces deux axes-là pour analyser 43 projets. Donc là, vous retrouvez les deux axes. Et j'ai pris l'axe action collective, l'apprentissage et puis l'intégration des connaissances. L'intégration des connaissances, je l'ai gardée parce que c'est la façon traditionnelle de présenter l'interdisciplinarité. Quelqu'un a dit ça ce matin aussi. C'est souvent interprété comme intégrer le savoir du terrain. Mais en fait, ça peut être aussi accaparer le savoir du terrain. Mais c'est beaucoup plus riche que ça, justement. C'est que ce que cette analyse comparative montre que s'il y a uniquement d'intégration des connaissances, mais le projet a beaucoup de chances de ne pas fonctionner. En tout cas, de ne pas donner des outputs probants. Du coup, j'ai codé les 43 projets en termes de ces entrées. Donc, quels sont les modes d'action collective à notre disposition? C'est par exemple faire de co-management de recherche, par exemple des thèses co-dirigées. On a deux disciplines, directeur de thèse commun. Ça peut être aller sur le terrain et de co-organiser la collecte de données. Et donc, typiquement, moi, dans mon équipe, je fais ça toujours. Mais les juristes, je les formais à faire des enquêtes de terrain. Et c'était passionnant parce que les jeunes se demandent chaque fois, je suis juriste, j'ai envie de faire de l'indisciplinarité, comment faire? Et du coup, écoute, on va co-construire ensemble comment aller sur le terrain. Et du coup, ils allaient avec leur questionnaire, ils demandaient à des collègues économistes, sociologues, est-ce qu'il est bien construit? Ben non, il n'est pas bien construit, on le réécrit, etc. C'est la co-gestion, et comme ça, les gens contrôlent, est-ce qu'on est bien tous dans le même processus par la pratique. Voilà, il y a plusieurs outils de co-management. Le co-design de cas de recherche, je viens d'en parler avant, il faut trouver quelles sont les interactions systémiques pour lesquelles l'analyse interdisciplinaire est nécessaire. Ce n'est pas juste de multidisciplinaire, c'est que dans le problème qui nous occupe, les systèmes sont tellement interdépendants sur cet aspect-là que j'ai besoin d'interdisciplinarité. Donc ça, c'est le co-design. L'apprentissage social, ce n'est pas de la convergence, ce n'est pas un consensus sur les valeurs, mais c'est arriver à se comprendre mutuellement. Quelle est l'épistémologie de mon collègue? Comment le comprendre? Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, et ça c'est très différent par rapport aux institutions classiques, c'est un objectif de diversification. Est-ce que je n'ai pas oublié un cadre de valeurs épistémiques qualitatives, exploratoires, qui mériterait la peine d'être pris en compte? Et donc c'est de couvrir l'ensemble de ces valeurs-là qui est important. Et de façon évidente, au niveau sociétal, ce n'est pas d'avoir un consensus sur les valeurs sociétales, mais c'est de dire, si je veux être pertinent socialement, il faut que mon protocole de recherche reflète les grandes tendances de valeurs sur la question. Là, c'est un apprentissage. Et donc, j'ai codé, est-ce que dans ce projet, est-ce qu'ils ont des workshops pour faire l'apprentissage? Est-ce qu'ils ont fait du co-management, etc. Et puis, je me suis posé la question, quels sont les outputs indisciplinaires, soit en termes de connaissances utilisables, donc pas juste des solutions, mais ça peut être par exemple des plans d'action, ou en termes de publications scientifiques. Mais dans les publications scientifiques, j'ai chaque fois codé, est-ce qu'il y a véritablement de nouvelles connaissances interdisciplinaires que je peux lire dans l'article publié? Est-ce que ce n'est pas juste de l'agrégation? Pour avoir ces deux conditions réunies, effectivement, j'ai trouvé, dans les 43, il y en avait, je pense, 60% qui avaient l'action collective et l'apprentissage social et qui m'ont donné des outputs de ce type-là. Et puis les autres n'avaient pas l'action collective ou l'apprentissage social et je n'avais pas ces outputs-là. J'avais juste des publications multidisciplinaires. Et j'étais moi-même assez étonné, j'ai codé ça statistiquement, etc. Il n'y avait pas photo. Donc c'est très fort. Donc faire juste de l'intégration de connaissances donne lieu à des publications multidisciplinaires, mais ne va jamais donner lieu, et il y a une logique là derrière, à de véritables connaissances nouvelles interdisciplinaires parce qu'il n'y a pas de co-design, ni à des outputs utilisables parce qu'il n'y a pas un approfondissement de compréhension mutuelle sur les valeurs. Ici, on pourrait présenter ça comme une échelle, même si je n'aime pas trop. L'idée de l'échelle, ce n'est pas du tout que si je fais plus de co-construction, j'arrive à plus d'output.
Moi, mon idée de l'échelle, c'est de dire qu'il faut voir ça sur le plan d'un écosystème de recherche. Si globalement, vous voulez arriver à plus d'output, de connaissances utilisables, clairement contextuelles, légitimes, acceptées par beaucoup de gens, etc., il faudra plus de co-construction, globalement. Mais pour un projet individuel, il se peut très bien que vous démarrez au milieu de l'échelle et que le besoin aujourd'hui, c'est l'apprentissage social sur des normes épistémiques, par exemple. Vous vous réunissez, vous vous rendez compte que là, on est dans des épistémologies complètement différentes, ça ne va jamais fonctionner. Très bien, top là, pendant 2 ans, on peut travailler uniquement là-dessus. Et ça fera partie de la galaxie parce qu'une fois que ce projet est terminé, et il y a eu pas mal d'exemples, un nouveau projet peut commencer avec plus de maturité. Mais si vous ne le faites pas, ça va continuer dans un cercle, la thématique ne va pas avancer parce que ce nœud-là n'a pas été résolu. Du coup, on peut voir plusieurs styles. Et donc ça, c'est des graphes du bouquin. Donc je passe un peu dessus plus rapidement pour ouvrir le débat. Il y a plusieurs styles de recherche indisciplinaire et transdisciplinaire. Tu peux avoir un style classique de coproduction de connaissances, par exemple, mais tu peux aussi avoir un style intermédiaire d'apprentissage social sur les valeurs. Et ça, c'est très inhabituel pour les bailleurs de fonds. C'est-à-dire, je finance un projet de recherche et l'output après 2 ans, c'est que les gens ont appris à mieux cartographier les valeurs en présence. Ça a l'air un résultat moins valable, mais en fait, c'est la précondition pour faire une vraie recherche de qualité après. Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Puis un autre style, c'est que parfois, vous allez organiser un projet de recherche, vous créez de nouvelles compétences auprès des jeunes chercheurs qui participent à ce projet. Ça fait aussi partie de l'ensemble de l'écosystème, parce que si vous ne formez pas, mais ça on a parlé ce matin, s'il n'y a pas ces moments formateurs pour des jeunes chercheurs ou des moins jeunes chercheurs d'acquérir ces nouvelles compétences de processus, vous ne pourrez pas ultérieurement monter en puissance et avoir des projets plus ambitieux. Donc, il y a ces différents styles qui vont émerger. Voilà, donc ça c'est, en fait, c'était le gros de mon exposé, et d'ailleurs, effectivement, il reste une dizaine de minutes. Donc le gros de l'exposé, c'est effectivement que ces moments de co-construction et d'apprentissage sont clés au-delà des méthodes. Et ici, j'aimerais bien faire une réflexion commune en plus, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça implique pour nos institutions, hein, si effectivement on a des personnes, souvent aujourd'hui, on est obligé d'avoir un ancrage disciplinaire. Et je veux dire obligé au niveau de la carrière, mais on peut développer, je dirais, un mi-temps disciplinaire, un mi-temps autre chose, ou en tout cas, on a la liberté de s'engager dans beaucoup de projets indisciplinaires aussi. Ce n'est pas le problème. Mais quand on s'engage dans ce projet indisciplinaire, on n'est plus identifié nulle part. On n'est pas dans une communauté, on est dans des réseaux de réseaux. Et quelque part, l'institution peut favoriser ces espaces de réseaux de réseaux. Et donc c'est ça un peu la question, quelle forme ça pourrait prendre. Alors, dans l'ouvrage, j'ai un peu analysé des lectures en management sur les organisations. Et il y a beaucoup de travaux sur les plateformes de capacitation de réseau. Donc, comment créer des incitants pour que les gens se mettent en réseau, pour que les gens sortent de leur petite communauté, ils veulent faire un pas de côté, etc. Alors, nous, à l'Université de Louvain-la-Neuve, on travaille pour le moment sur 3 niveaux d'action de ces plateformes de capacitation. Et donc c'est très ouvert, parce que j'aime bien venir justement circuler un peu en Europe pour dialoguer. Je pense que chaque université a sa spécificité, a des expérimentations, donc on a beaucoup à apprendre les unes des autres. Le niveau plus haut, donc ici on essaie de développer une structure, ce qu'on appelle la porte d'entrée, pour que tout le monde, dans tout le parcours universitaire, dans le parcours de recherche, à chaque moment, a une porte d'entrée pour en faire un petit peu. Qu'on soit en bachelor, en master, qu'on soit en doctorat, en postdoc ou chercheur confirmé. Alors, au-dessus, c'est plutôt un dispositif qu'on a mis en place sur les postdocs et les chercheurs confirmés. C'est des appels au papier qui a l'originalité, c'est tous les ans. Et l'originalité, c'est que les gens peuvent présenter des papiers, pas uniquement déjà interdisciplinaires et transdisciplinaires, mais aussi des protocoles. Donc, c'est des équipes montantes qui disent, voilà, j'aimerais bien faire l'indisciplinarité, je vais faire comme ça. Ils présentent ce papier-là avec d'autres collègues qui viennent, disent, j'en ai fait dans votre domaine, j'ai fait comme ça, puis on échange. Cette conférence a été un succès plus grand qu'on l'espérait. Et maintenant, en fait, les gens qui ont participé ont demandé, oui, est-ce qu'on ne ferait pas un séminaire de recherche sur les méthodes indisciplinaires qui permettent aux équipes qui en ont fait, style en urbanisme, en économie sociale, il y a des sous-niches qui ont une expertise depuis 30 ans de faire ça, avec des équipes qui n'en ont jamais fait. Les juristes, les économistes, certaines branches d'ingénierie, on n'est pas formé à ça, on n'a pas ces outils-là. Ça, c'était la demande et ça se lance maintenant.
3 fois par an, on va faire ça. Donc ça, c'est un certain port d'entrée, un certain niveau. Alors, en bas, au niveau bachelor et master, une initiative qu'on a lancée qui fonctionne bien, et c'est assez intéressant de l'illustrer, c'est des thèses de master interdisciplinaires. Et je pense que quelqu'un l'a mentionné ce matin avec le mot GRAP. J'étais content d'avoir ce terme-là. Nous, on parlait de pool, donc ça peut être des GRAP. Donc des thèses de master en GRAP, pas des thèses de doctorat, mais de master. Et ce qui est très important de nouveau, dans l'ensemble de ces ports d'entrée, on essaie d'appliquer ces principes de co-construction de l'apprentissage social. Donc ce qui est fondamental, ce n'est pas juste de mettre 2 promoteurs ensemble. Nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est un séminaire de co-construction des thèmes avec les promoteurs, avant d'aller voir les étudiants. Donc tous les ans, à la mi-mai, on envoie un mail à l'ensemble de la communauté, on dit, écoute, c'est la journée co-construction aujourd'hui, venez vous co-construire vos thèmes de recherche commune. Et ça a cartonné. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Même que les gens se retrouvent. Tu as d'une part des psychologues qui travaillent sur le burn-out, tu as des agronomes qui travaillent sur la culture alternative. Et ils sont décidés, nous on veut travailler sur le burn-out chez les jeunes agriculteurs. Et moi après, par email, je dis oui, mais est-ce que c'est une bonne idée, etc. Non, c'est ça qu'on veut faire, ça qu'on va faire. Et donc j'ai plusieurs thèmes comme ça, où les gens, voilà, ils ont décidé d'un truc, ils vont de l'avant. Du coup, tous les ans, on fait ça. Après, on diffuse ça dans la communauté et les étudiants qui veulent s'inscrire, ils disent ce thème-là m'intéresse et on fait des grappes. On a gardé ça comme phase pilote, donc on a une vingtaine par année parce qu'on voulait d'abord comprendre comment ça fonctionne, apprendre nos échecs. Et cette année-ci, on aimerait bien commencer tout doucement à les généraliser, quitte à arriver à 50, 60 grappes par année. Une chose qu'on n'a pas fait, mais que j'ai appris qui se faisait à l'Université de Sorbonne, c'est ce qu'on appelle du seed funding au niveau de doctorat. Je suis assez d'accord avec la discussion de ce matin qu'au niveau de doctorat, on est plus dans un régime disciplinaire d'apprentissage d'une compétence, mais au niveau du postdoc, au contraire, pour le chercheur, c'est très intéressant de s'ouvrir à l'interdisciplinarité pour sa carrière. Du coup, on pourrait imaginer de seed funding, c'est de dire pendant votre doctorat, on vous donne 1 000 €. Si vous avez une question interdisciplinaire ajoutée, vous organisez une petite enquête de terrain avec ces 1 000 € et faites un chapitre en plus dans votre thèse. Ça vous ouvre à l'interdisciplinarité. C'est quelque chose que j'aimerais bien lancer. C'est une autre porte d'entrée. Il y en a des 1000 d'autres. Mais voilà. Je veux simplement illustrer que ce qu'on essaie au niveau bachelor, on aimerait bien approfondir la question des service learning. C'est un outil que vous connaissez probablement aussi. Donc, c'est des cours services. C'est par exemple pendant votre cours en droit, vous allez écrire les statuts d'une association de votre village. Ou vous travaillez avec des partenaires du Sud, vous allez faire des panneaux photovoltaïques avec des matériaux de récupération. Nous, on a un cours comme ça. Donc, c'est des service learning, on a très peu chez nous. Mais il me semble qu'avec ces illustrations, l'idée, c'est vraiment de créer des portes d'entrée à tous les niveaux. En bachelor, chacun peut faire un cours de service learning. En master, s'il souhaite, l'étudiant peut faire les thèses co-construites. Il y a le seed funding, il y a le call for papers, puis il y a le séminaire de méthodologie. Voilà. C'est un exemple de plusieurs portes d'entrée. C'est par hasard qu'on a fait ça chez nous, on aurait pu faire autre chose. L'idée simplement, c'est qu'à chaque étape, on essaye d'intégrer cet élément de co-construction des thématiques pour pouvoir faire des multidisciplinarités. Et donc ça demande chaque fois ces éléments d'intelligence collective, de dialogue, etc. en plus. Alors, qu'est-ce que ça donne dans une institution de recherche hiérarchique, Parce que le fond de la recherche restera disciplinaire. Je pense que c'est le socle. Il y a une gestion de la qualité de la recherche qui émane de ça. Donc, en fait, le côté central de la figure restera. Mais qu'est-ce qui vient en plus? Il vient en plus ces plateformes de capacitation, les réseaux de réseaux et, je dirais, des clusters de thématiques. On a parlé des métaprogrammes ce matin, qui étaient quand même déjà sur des thématiques. Chez nous, on a les Louvain-Fort. Donc, je pense qu'on a un peu les deux dynamiques. On va avoir émergé... Les réseaux de réseaux, c'est plutôt des micro-grappes, des micro-clusters thématiques. Souvent, les gens travaillent pendant 4, 8, 12 années dans un certain réseau de réseaux qui fonctionne bien, après ils passent à autre chose. Et parfois, ça va se consolider vers des clusters plus grands qui vont tourner 20, 30 ans. Et là, on parle plutôt de métaprogrammes, d'institutions de recherche thématiques, etc. Il n'y a pas un modèle mieux qu'un autre. L'intuition que nous, on a avec la co-construction, c'est de dire si on a uniquement les institutions de recherche indisciplinaires, c'est peut-être une solution de facilité parce que l'institution risque de se dire le problème est résolu. J'ai mon institution de développement durable, j'ai mon truc de santé de One Health, et c'est bon, et toutes les disciplines, les départements continuent à fonctionner tel quel. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, et c'est ça que m'a beaucoup inspiré dans les dialogues ce matin aussi, de créer quelque chose qui couvre l'ensemble de la communauté.
un ensemble d'incitants qui permettent à chacun qui le souhaite d'avoir un outil à sa disposition au moment de sa carrière où ça lui convient, parce que ça ne convient pas toujours, mais au moins que le dispositif est en place. Voilà ce que ça pourrait donner au sein d'une organisation hiérarchique. Alors, juste pour terminer, je dis un petit mot sur quelque chose qui n'est pas ma recherche propre, mais il me semble que c'est le deuxième pendant du processus pour créer une structure institutionnelle. Moi, j'ai beaucoup mis l'accent sur l'action collective, que la recherche d'Elinor Strom, sur les incitants, qui est plutôt une approche centrée sur l'individu. Il y a toute une équipe de recherche à l'ETH Zurich qui travaille sur l'aspect socio-culturel, qui regarde l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité comme une pratique culturelle d'une institution. Et je pense que c'est une dimension aussi importante, moi je ne l'ai pas abordée, mais j'aimerais bien l'illustrer juste après, à partir de la recherche. Donc ça c'est un livre de Bianca Vianney Battista et Daniel Strex qui s'appelle Institutionalizing Interdisciplinary and Transdisciplinarity. C'est un livre qui prend des études de cas d'une vingtaine d'universités partout dans le monde et qui regarde comment ils ont réussi à institutionnaliser cela chez eux. Et en fait, ils arrivent dans la conclusion à une sorte de cercle. Ils se disent, il faut d'abord un changement, il faut démarrer par un changement culturel. Il faut comprendre les discours dans mon institution qui favorisent, et quelqu'un avait, je pense ce matin, cette idée aussi, partant de ce qui existe déjà un petit peu, là où les gens sont déjà en chemin vert. Et partant de ces petites sous-niches culturelles et essayant de les amplifier, les renforcer. Ensuite, il faut créer une série de changements. Il faut qu'à partir de les gens qui sont en route et qui veulent bien aller plus loin, ils vont devoir se dire comment est-ce que je vais changer mon institution. Donc ils vont se créer une théorie du changement. En gros, ils vont se créer un grand plan de travail. Et ensuite, ça va s'implémenter une stratégie et un jour, ça va se retrouver dans des nouvelles structures. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner ici pour notre cas ici ? On peut identifier des contextes qui favorisent l'institutionnalisation, partant de ce qui marche déjà. Et au niveau cognitif, ça c'est un plan que moi j'ai expérimenté chez nous. Pour définir ce plan cognitif, donc ce plan de théorie des changements, chez nous, il y a eu tout un processus démocratique de codéfinition d'un plan de recherche pour la transdisciplinarité et l'interdisciplinarité à l'université. Ça a pris 2 ans, avec tous des workshops d'intelligence collective. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était fondamental, parce que moi je lance beaucoup de choses bottom-up, mais je sais que dans l'institution, il y a ce plan. Et donc souvent les gens se disent, tu fais ça, c'est dans le cadre du plan Intel, le plan de transition à l'université, et ça m'aide beaucoup. Et donc ce changement socio-culturel sur lequel j'ai peu de compétences, sur lequel je n'ai pas travaillé, je me rends compte que c'est un volet important. Et donc, voilà, ce mouvement de codéfinition d'un grand plan d'ensemble, ça a aussi son rôle à côté d'une réflexion plus terre-à-terre sur les incitants. Voilà, et je pense que mon temps, on va garder du temps pour la discussion. Voilà quelques conclusions tout à fait évidentes. Il me semble que les recherches disciplinaires restent essentielles pour l'analyse des composants du système. On ne peut pas s'en passer. Si on fait de l'interdisciplinarité, on combine des interactions entre des composants de système parce que ça se situe à ce niveau-là. Mais si on n'a pas la connaissance disciplinaire, on ne peut pas aller de l'avant. Donc ça reste essentiel. Mais quand les dynamiques sont très fortes, interdépendantes, ça ne sert à rien d'avoir uniquement la connaissance des composantes. Et donc là, il y a une vraie valeur ajoutée de l'interdisciplinarité. Donc c'est une première quand même balise à garder en tête. L'analyse comparative que j'ai faite dans l'ouvrage, et d'ailleurs, oui, avant que j'oublie, j'ai amené quelques folders, donc je vais les laisser ici, de publicité. Vous pouvez les télécharger, mais si vous voulez la version physique du bouquin, vous prenez un petit folder, il y a un petit ristourne de 20%, donc le paperback n'est pas trop cher. Voilà, si vous voulez le bouquin. Mais en tout cas, dans ce bouquin-là, j'ai analysé tous ces cas. Vous pouvez lire ces cas, voir sur quelle base ça a été analysé. Et donc, la coproduction des connaissances et les valeurs épistémiques sociales sont importantes. Et finalement, au niveau institutionnel, ces insistants sont assez déterminants pour aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup. Et oui, donc, ça, c'est le bouquin. Donc, vous mettez le titre en Google et vous l'avez en PDF. Et comme ça, vous pouvez continuer le dialogue. Et n'hésitez pas à m'envoyer un email, un courrier électronique pour continuer à échanger là-dessus. Et je ne manquerai pas de vous interpeller non plus. Voilà, merci beaucoup. Voilà, à vos questions.
Jacques-Éric. Oui, merci Tom pour ta présentation très, très intéressante et très inspirante. J'aime bien les réseaux, les petits schémas comme ça avec les petits bonhommes partout là. Mais j'aimerais bien avoir du temps, tu vois, où finalement tu dis que ma personne elle travaille 100% de son temps, on fait tous plus que 100%, et finalement quelqu'un qui est dans ces différents réseaux, qui permet de structurer la communauté, de partager les valeurs, finalement ça va lui demander combien de pourcentage de son temps pour devenir quelqu'un qui puisse porter cette interdisciplinarité. Donc est-ce que par les différents travaux que tu as pu mener, tu as pu quantifier finalement l'effort temporel nécessaire aux agents pour aller là-dessus, pour après bien sûr gagner beaucoup plus rapidement, comme tu l'as dit toi-même, quoi. Donc ici, bon, il y a plusieurs éléments au niveau du temps, hein. Donc, je pense qu'en tout cas chez nous, et c'est pour ça que je reviens au socioculturel, au niveau du temps, de chaque port d'entrée, il y a une personne relais dans l'institution. Donc si moi je lance les mémoires Oikos, ça s'appelle interdisciplinaire, je n'ai pas le temps de faire ça seul, effectivement. Du coup, par ce plan de l'université, on a permis, dans le fond pédagogique, de détacher quelqu'un qui s'occupe de ces mémoires-là. Du coup, le jour que j'organise ma journée du mois de mai, ben, je téléphone la personne, ils sont super enthousiastes parce qu'ils disent « Ah, quelqu'un s'en occupe », mais moi je suis super enthousiaste parce que j'ai quelqu'un dans l'institution qui suit ça au niveau du temps aussi, pour l'organisation. Donc, pour chaque bord d'entrée, il faut bien quelqu'un, un relais institutionnel pour alléger les gens qui travaillent bottom-up. Au niveau temps, je dirais moi j'ai pris 2 projets que je gère personnellement, donc la conférence et les mémoires Oikos, mais je ne gère pas tous les ports d'entrée. Donc, déjà concrètement, moi je peux en gérer 2, pas plus. Mais par contre, j'ai des collègues. En fait, ce qui est très intéressant aussi dans l'histoire des ports d'entrée, c'est que dans les workshops, parfois les mêmes gens reviennent. Et donc, en fait, on crée des synergies. Et donc, moi, je fais mes mémoires Oikos, les gens se rencontrent et ils se rendent compte, tiens, j'ai un doctorant aussi. Et ils font un truc dans un autre port d'entrée. Et par ricochet, ça me permet de dire, ah, maintenant, pour le mémoire méthodologique, quelqu'un a dit, ah, je veux bien le gérer. Et du coup, j'ai un collègue qui va prendre du temps pour cette porte d'entrée-là. Parce qu'il est dans le réseau, il est dans le mouvement, il voit que ça porte des fruits. Donc effectivement, je dirais, c'est plusieurs collègues qui chacun sont bottom-up porteurs de quelques portes d'entrée et chaque fois des relais institutionnels. Et sinon, au niveau de temps d'apprentissage long, ben, oui, ça m'a pris comme 10 ans pour commencer à sentir de quoi il s'agit. Donc c'est pas, voilà, il y a un trajet d'apprentissage personnel quand même. Bon, c'est peut-être lié à moi, mais en tout cas, voilà, ça passe plus par tomber qu'autre chose, quoi. Juste, cette plateforme de capacitation, oui. Elle est au niveau de l'université ou elle est au niveau d'un des départements ou d'une faculté Est-ce que c'est... Voilà, donc ça se positionne où? Donc elle est clairement au niveau de l'université. D'accord. Bon, je ne sais pas évidemment ce que ça veut dire en contexte français, en contexte INRAE, etc. Mais pourquoi je dis ça, c'est que l'ambition, c'est clairement effectivement de ne pas résoudre le problème en créant quelques clusters thématiques qui vont résoudre le problème. C'est vraiment d'avoir une dynamique permanente et en quelque sorte, c'est de créer une filière nouvelle au sein de nos structures institutionnelles. Et c'est aussi pour ça que ça a été pensé à partir d'une institution, parce que c'est très facile, ça aurait été beaucoup plus facile de me dire, je crée un réseau en Belgique avec tous mes copains et on va faire ce genre de choses entre les 5-6 universités du coin. Parce qu'à ce moment-là, on est entre personnes qui pensent la même chose. Si tu le fais dans l'institution, c'est beaucoup plus difficile, parce que tu travailles avec des gens qui ne sont pas du tout convaincus de ça, qui ne l'ont pas jamais fait et qui progressivement, ils voient l'intérêt. C'est notre ambition en fait. Et voilà, et certains départements, comme le droit, c'est très intéressant, de découvrir par ce processus que quand tu invites des gens, tout d'un coup, un juriste qui vient et qui dit « Oui, maintenant, nous, on travaille sur les éoliennes et on a des agronomies qui veulent voir si effectivement la biodiversité est améliorée avec nos systèmes, etc. » Donc, il va faire pas du law and economics, mais du law and ecology, un truc qui n'existe pas. Et voilà. Et donc, ça, c'est le bénéfice de le faire sur l'ensemble de l'université, c'est d'avoir ces émergences. Bien sûr, je ne dis pas au niveau, on parlait d'attractivité tantôt, ce n'est pas inintéressant d'avoir un cluster qui monte en puissance, qui devient une sorte de carte de visite. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des investissements qui ne se situent pas au niveau de l'université, mais au niveau juste
d'une institution phare qui peut donner une carte de visite. Mais le travail qu'on a fait, la plateforme est clairement au niveau de notre université. Et la vision, c'est bien que chaque institution peut inventer sa propre plateforme de capacitation. Merci. Oui, merci Tom pour cet exposé super. Je reviens sur social learning que tu présentais à un moment donné. La relation, en fait, comprendre l'autre, elle n'est pas symétrique, elle n'est pas transitive. Donc, on peut avoir, par exemple, A et B qui ne se comprennent pas, qui ont envie de travailler ensemble. Donc là, on a une possibilité, c'est de dire, on va faire en sorte qu'ils se comprennent, ça va prendre 10 ans, et puis bon. Enfin, au moins. Et on peut aussi dire, je vais utiliser un passeur. Pierre Benoît avait utilisé le terme, donc je prends C, C il comprend B et B comprend C, C il comprend A et A comprend C, et du coup C en fait il fait le lien entre A et B. Absolument. Alors la question c'est est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il suffit que chaque fois que A et B se rencontrent, tu mettes C avec, et puis voilà, ça va rouler. Est-ce que il faut, même si A et B ne connaissent pas C, tu vas mettre A et B ensemble et tu dis tiens, mais en fait ça peut être intéressant de mettre C parce qu'il ne connaît pas A et B ne connaissent pas C, mais je sais que C il fera le lien entre les deux. Donc chaque fois qu'A et B veulent se voir, je mets C avec. Tu vois, je ne sais pas, c'est des questions comme ça pour essayer de faciliter un peu la transition. Super bonne question, merci beaucoup. En fait, ça me permet de te parler un peu aussi des toolbox. En fait, ce qui se développe en Europe aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des tas de situations avec des degrés de conflictualité différentes. Des A et B qui très facilement travaillent ensemble jusqu'aux A et B qui sont carrément en conflit, puis tous les étapes intermédiaires. En fait, pour toutes ces situations-là, il y a des rôles d'un C différents en fait. Et donc en fait, donc sur le site de TDNet, il y a un toolbox qui est développé avec plein d'outils et on dit chaque fois, mais quelle est votre ambition d'apprentissage social, quel est l'outil qui peut y correspondre. C'est en construction. Et maintenant, il y a le Global TD Alliance, donc l'Alliance globale pour la recherche transdisciplinaire, qui part de TDNet, mais qui réunit toutes les forces qui travaillent dans cette optique-là et qui sont en train d'élargir ce toolbox. Et ce que nous, on essaie de faire, c'est que si nous, moi j'ai aussi des projets de recherche plus hands-on, on essaie de développer encore cette méthodologie-là, mais je pense que tout un chacun qui travaille sur des méthodes qui permettent de répondre à cette question-là, certains degrés de conflictualité, comment y remédier, mais on peut l'ajouter à ce toolbox en fait, et comme ça créer une communauté de travail plus large. Et donc concrètement, par exemple pour le fameux C, parfois il faut introduire effectivement un facilitateur qui a ce rôle-là, mais tu peux avoir un facilitateur qui connaît bien le domaine ou un qui ne connaît pas le domaine. Tu vois déjà, c'est déjà des questions qui se posent. Et donc très vite, ça se ramifie et tu vas constater qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de solutions. Donc il n'y a pas une solution miracle, mais c'est très important d'avoir une réflexivité sur le degré de besoin, l'argent qu'on a à disposition, le temps. Et donc, effectivement, si on n'a pas le temps ni l'argent, parfois, on va être plus modeste aussi dans nos ambitions. Mais en tout cas, si on veut arriver, in fine, à avoir des outputs, il faut avoir une discussion exactement à ce sujet-là. Et quand est-ce que ça va rater? Et moi, parfois on parle vraiment de millions d'euros. À Gand, il y a un projet qui a raté complètement. Après 4 ans et plusieurs millions d'euros investis, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient partis d'une optique normative différente. C'était sur le recyclage. Une équipe voulait faire de la réutilisation, l'autre équipe voulait créer un marché de produits recyclés. Ils se sont rendus compte après 4 ans. Et des gens ont quitté le bateau. Donc il vaut mieux être un peu réflexif au départ, dire ok, on a 5 millions d'euros, mais on va l'utiliser pour cet objectif-là, que de constater ça trop tard. Donc ici, un enjeu d'utilisation efficace du budget de recherche. Donc, merci pour la question. Oui, merci pour l'exposé. Moi, je souhaiterais savoir, donc, je trouve que c'est très bien de mettre ces ressources en quelque sorte au niveau de l'institution. Je voulais connaître la taille de votre institution. Par exemple, sur Paul Sabatier, on essaye de faire quelque chose. Il y a 68 labos, il y a 5000 personnels. Donc, est-ce que c'est faisable à vraiment grande échelle? Et comment faire pour faire adhérer des gens qui n'en ont pas entendu parler? Comment vous faites pour communiquer vers les labos qui sont pas, ou les chercheurs qui ne sont pas encore impliqués? Donc, pour la première question, nous, on est 40 000 étudiants.
je pense 2000, 3000 chercheurs, je ne sais pas, donc c'est une université complète. Et au niveau des ressources, on travaille en enveloppe fermée, comme beaucoup d'institutions, donc il n'y a pas de choses nouvelles qu'on peut créer. Donc, vu qu'il y a une demande sociétale très forte, on a travaillé sur la reconversion des carrières. Donc, par exemple, il y a une administration de la recherche, il y a 20 personnes, et là-dedans, il y a des gens, pour donner sens à leur métier, qui sont très contents de se dire, bah, écoute, maintenant, dans le métier que j'ai une nouvelle tâche qui est d'accompagner ceci. Et ça, ils ont fait à beaucoup de niveaux. Au niveau enseignement aussi, il y a des personnes qui s'occupent d'enseignement. Donc, ça donne aussi sens à des métiers existants dans la bureaucratie de recherche. Et donc, il y a moyen de travailler ça, mais évidemment, c'est là que le socio-culturel revient en force. Ça peut marcher parce qu'il y a eu, pendant 2 ans, on a réuni tout le monde et on a dit, voilà, maintenant on va co-construire ce plan. Voilà, donc c'est tout un processus qui implique cela. Par rapport à votre deuxième question, qui était comment faire pour les gens qui ne sont pas là-dedans. Écoute, pour le moment, la question ne se pose pas tellement au niveau, je dirais, des mid-career, parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont vu l'environnement de recherche se dégrader, se spécialiser, etc. Donc, il y a une grande motivation, donc il y a une masse critique suffisante. Au niveau des jeunes chercheurs et des jeunes académiques, c'est beaucoup plus délicat, parce que les gens sont sous ces contraintes économicistes beaucoup plus fortes qu'avant, et donc ils ne peuvent pas toujours prendre le risque d'aller dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on travaille avec ces portes d'entrée très graduelles, pas tout le monde va venir à ce fameux séminaire de recherche méthodologie interdisciplinaire. Ce n'est pas possible simplement. Mais des gens déjà en mi-carrière, c'est vraiment une valeur ajoutée. Par contre, avoir un seed funding de 1 000 € pendant le trajectoire de doctorat, voilà, c'est déjà à la portée de beaucoup plus de gens. Voilà, et donc, c'est essayer d'être créatif au niveau des différentes portes pour que chacun qui a certainement se pose la question-là peut le faire, sachant qu'effectivement, ce n'est pas toujours possible à toutes les phases de la carrière, ni voilà, on n'est pas toujours intéressé au même moment à la chose. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelque chose d'assez ouvert et flexible. Oui, alors c'est plus une information au commentaire qu'une question. Moi j'ai beaucoup apprécié ta position sur les échanges des valeurs avant de lancer un projet et tout ça. C'est juste pour les scientifiques qui ne connaissent pas, il existe des appels ANR, MRSEI, voilà, qui permettent pendant 2 ans aux chercheurs de créer la communauté et donc de partager leurs valeurs avant de déposer un projet à l'Europe. Donc ce sont des appels qui créent donc juste, c'est une 40 kg €, mais qui permettent de créer ces échanges. Et si on les partage avec la toolbox dont tu parlais, je pense que ça peut donner des très belles perspectives à des nouveaux dépôts de projets assez interdisciplinaires. Ouais, merci, tout à fait. J'ai une question en rebond sur les valeurs. Donc c'est un élément important, un résultat important de l'analyse que tu as présentée sur les 43 projets. 43 projets, donc c'est à la fois beaucoup et peu. Donc c'est beaucoup compte tenu du type de travail que tu as fait, où effectivement il faut avoir beaucoup de données par projet, donc analyser tous les outputs, etc. C'est peu parce que c'est un petit échantillon malgré tout. Donc je me pose la question de finalement peut-être des biais d'échantillonnage et de la façon dont on peut généraliser à partir de cela. Donc c'est plutôt des projets en fait qui ont des visées transformatives. Je suppose, un peu, voilà, donc on pourrait concevoir des projets interdisciplinaires où la portée transformative est peut-être moins nette. Voilà, donc en bioinformatique où on parlait ce matin des interactions entre biologie moléculaire et écologie, où la question c'est vraiment d'être à la frontière des connaissances et de passer d'interactions bipartites à des interactions multi à multi, et donc il faut vraiment associer des corps de connaissances qui sont très différents. Voilà, donc je ne vais pas expliciter. Donc, dans ce cas-là, est-ce que cette question de valeur, elle se pose de la même façon, et l'apprentissage, donc tu as insisté sur l'apprentissage social, sur les valeurs à la fois épistémiques et sur les valeurs sociétales. Voilà, donc est-ce qu'il faut relativiser un peu les valeurs, les résultats, ou bien tu penses que c'est peut-être plus général que ce que... Non, c'est une belle invitation à poursuivre la discussion justement. Je pense que ce qui serait intéressant de poursuivre ce travail, de continuer à faire ce type de recherche comparative. Au niveau du biais ici, effectivement, ce sont des projets à visée transformationnelle, comme tu l'avais dit.
Mais c'est quand même le purpose of sampling dans l'échantillonnage, c'est comme tous des projets de recherche fondamentale. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas de recherche-action, il n'y a pas de recherche de ce type-là. C'était chaque fois se dire des projets qui étaient structurés pour faire avancer les connaissances fondamentales. C'est pour ça que je citais la citation dès le départ ici. C'est comment, mais c'est des questions fondamentales qui intègrent des soucis sociétaux. Alors par rapport à la question plus précise, biologie moléculaire, écologie, etc., je pense effectivement ce serait intéressant de faire le même type de travail. Je pense que le travail dense sur la lecture de projet est sine qua non. On ne va pas trouver ceci en faisant juste des statistiques, etc. On a besoin vraiment d'entrer dans le processus pour connecter la façon dont le workshop a généré ceci et cela. Mais ceci étant dit, ce serait intéressant de diversifier les variables outcome. Donc d'avoir par exemple, quelqu'un va citer le fait qu'un certain projet va mettre en valeur une nouvelle communauté. Ce matin, on a parlé de la sélection participative. Voilà, c'est quelque chose de mesurable. C'était moins mis en valeur avant, c'est plus mis en valeur après. Il y a des variables comme ça sur lesquelles je ne suis pas encore penché, mais ce serait intéressant de mieux les comprendre, de dire dans la pure interdisciplinarité, sans visée transformationnelle, quels sont les outputs qu'on observe qui sont souhaitables. Et à partir de là, relire des projets, voir comment est-ce que ça fonctionnait. Effectivement, les valeurs sociétales probablement jouent un rôle beaucoup moindre, même parfois zéro. Par contre, les valeurs épistémiques vont rester très importantes, de toute évidence. Est-ce que c'est exploratoire, par exemple, aussi, parce qu'on est bien dans l'interdisciplinarité, donc c'est vraiment très compliqué. Est-ce que l'interdisciplinarité est véritablement prédictive ou pas? C'est déjà très touchy. Donc déjà, se mettre d'accord sur les visées épistémologiques, je pense que c'est fondamental, parce que sinon, on va voir le problème de ce matin, c'est que les gens vont entrer là-dedans, ils vont être très contents d'avoir le budget de le faire, mais in fine, vont prendre leur grille disciplinaire pour revenir avec les données et publier comme d'habitude. Donc c'est important d'avoir aussi une valeur épistémologique commune de cet espace-là, qui sera probablement par exemple des recherches plus exploratoires. Ça peut être une épistémologie de l'exploration, de la prospective sur laquelle tu as beaucoup travaillé. Tu vois, on va être dans certains registres et ce serait intéressant de regarder ce type d'apprentissage-là en plus de ce que j'ai fait ici. Merci. Et dans ce qui fait qu'un projet marche ou ne marche pas, est-ce que vous avez exploré la question des relations humaines au sein des groupes? Parce qu'en fait, on a tout axé sur la discussion des disciplines, de la culture, mais dès qu'il y a un groupe qui échange, qui communique et qui travaille, on peut avoir des difficultés qui n'ont rien à voir avec la discipline, qui sont des difficultés de communication, d'expression. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'explorer? Je l'ai vécu plutôt que regarder. En tout cas, il y a une préhistoire de tout ceci, c'est qu'exactement on a pris 15 académiques et on les a amenés en Vallée de la Drôme en France. Et pendant une semaine, on a fait une co-construction pour comprendre le processus de transition là-bas. Et ces personnes-là, qui étaient ingénieurs, sociologues, juristes, médecins, etc., sont retrouvées 20 ans plus tard dans tout cet espace écosystème à différents postes. Et donc on a créé des amitiés, forcément. Et donc l'humain a été tout à fait fondamental là-dedans. A contrario, au niveau des... Vous suggérez aussi les gens qui ne s'entendent pas. Ça, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas regardé cet aspect-là. En tout cas, l'humain a un rôle encore plus important que dans d'autres projets parce qu'en fait, dans d'autres projets, dans un projet disciplinaire, on peut identifier des collègues sur base de compétences. On peut se dire, voilà, j'ai ma question de recherche, j'ai telle compétence, je connais 2-3 collègues à quelle compétence, je prends les collègues avec qui je m'entends bien, etc., et on avance. Ici, en fait, tu ne sais pas quelles compétences tu vas devoir chercher avant d'avoir fait la co-construction pour avoir décidé ensemble quel aspect systémique nous intéresse ensemble. Donc forcément, il y a déjà un travail interactionnel en cours dès le départ. Donc je dirais que le relationnel humain est soigné encore davantage et demande effectivement d'être soigné dès le départ de façon forte. Merci. Une dernière question alors, la toute dernière. C'était pour revenir sur l'idée de...
qu'on avait évoqué ce matin sur les grappes de thèse, en master thesis, donc on ne prend pas trop de risques en fait à laisser aussi l'étudiant donner son avis sur ce qu'il a envie de faire pour constituer le groupe, mais pour obtenir des financements, après c'est plus difficile. Il faut une école doctorale qui soit dédiée à ces formations interdisciplinaires, d'intersciences, ou pas, d'après toi. Oui. Mais bon, d'abord, pas de risque, je pense qu'au niveau donc, du dispositif au niveau master, Oui. je pense que c'est voilà, c'est déjà une belle ambition. Oui, non, mais on a la même. Mais au niveau doctoral, c'est à évaluer. Je ne suis pas convaincu que c'est le bon espace pour aller frontalement sur l'interdisciplinarité et transdisciplinarité. J'ai l'impression que ce qui vaut la peine, c'est d'offrir l'opportunité d'en faire. Bien sûr, on a discuté ce matin, et moi j'en ai fait ici, un projet où effectivement tu as 4 thésards disciplines différentes qui sont dans le même projet et ils peuvent acquérir des compétences croisées. Mais in fine, mon juriste dans mon projet, j'avais quand même besoin qu'au sein des disciplines juridiques, pour son doctorat, il faisait un bond en avant dans sa formation personnelle. C'est au niveau du postdoc que je le retrouve alors dans l'interdisciplinarité. Mais évidemment, le thésard qui a été dans un groupe interdisciplinaire, mais il est nettement mieux armé pour son postdoc pour faire l'interdisciplinarité que le thésard qui a été dans sa discipline. Donc c'est dans ce cadre-là que j'y réfléchirais plutôt. Ouais. Pas de risque en termes de temps passé si ça voilà, tout à fait. Donc lui offrir ces espaces-là, je pense que c'est important. Merci beaucoup Tom, et je pense qu'on poursuivra les interactions.